7 personnes. C'est une question qui se pose ensuite avec une chose qui est très simple. Les Français comprennent qu'il n'y a pas de risque zéro. Ils comprennent que c'est compliqué, notamment depuis 2015, Charlie Hebdo et les attentats du Bataclan. Par contre, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est comment est-ce que des faits divers, des attentats ou des crimes peuvent être commises par des gens qui ne devraient pas être sur le territoire français. Or, les OQTF incarnent l'impuissance publique française à pouvoir faire exécuter ses propres lois avec une chose qui est très simple. Un État décide, donc en l'occurrence la préfecture ou l'autorité supérieure du ministère de l'Intérieur autorise une obligation à quitter le territoire, à travers une juridiction notamment, et ensuite on n'arrive pas à l'exécuter. Actuellement, la France est à peu près à 7-8% d'exécution de son OQTF. C'est très peu. C'est très peu. Non. Ça veut dire 93% non appliqués. 93% non appliqués, et c'est à peu près un chiffre qui est très bas, c'est le chiffre le plus bas de l'Union européenne. À destination de l'Algérie, c'est encore plus bas, on est à moins de 1%. Pourquoi est-ce qu'on a un chiffre qui est aussi bas à destination de l'Algérie ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a des problèmes diplomatiques très forts avec l'Algérie. Deuxième point, c'est que les personnes qu'on souhaite envoyer en Algérie, tout simplement, le régime algérien n'en veut pas parce que ce sont des gens qui ont souvent des problèmes. Soit ils ont été condamnés, soit ils ont des problèmes psychiatriques. Or, le régime algérien, on peut les comprendre, ne veulent pas récupérer des gens qui ne vont pas s'intégrer sur leur propre territoire, donc refusent de délivrer ce qu'on appelle un laissez-passer consulaire à destination du ministère des Affaires étrangères françaises pour permettre l'exécution de l'obligation à quitter le territoire. Or, la France, dessus, a plusieurs sujets. Effectivement, ça a été rappelé par madame, ce n'est pas une question de droit, c'est une question de rapport de force diplomatique. C'est comment on fait, alors que l'Algérie ne veut pas récupérer sa personne, son ressortissant en l'occurrence, pour l'obliger à le récupérer. Tout simplement, il faut faire en œuvre une action diplomatique pour que ça lui rapporte plus de récupérer son ressortissant que de refuser de le faire. Et à ce moment-là, la France a différents moyens d'action. Ça peut passer soit par des choses qui sont positives, donc éventuellement des carottes, éventuellement la payer, augmenter les aides au développement, ou sinon des sanctions éventuelles. À ce moment-là, il y a un panel qui peut être fait, soit des sanctions à travers les dignitaires algériens, soit un gel des avoirs. Et à ce moment-là, vous avez une rhétorique qui est utilisée par celle de Donald Trump, qui est celle de faire une montée des escalades pour obliger le pays à accepter le rapport de force. Plus loin, de prendre un peu de hauteur. Ça veut dire que les accords de 68 doivent être caducs, qu'on doit passer à autre chose. Le divorce est là, chacun des parties doit digérer. Il y a deux choses. Il y a le sujet qui concerne la menace terroriste. Et dessus, la France, depuis 2015, fait à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on fait une doctrine de l'exemple. Il se passe quelque chose et on légifère en conséquence, on modifie notre doctrine du maintien de l'ordre. Par exemple, après les Bataclan, on a mis les forces sentinelles, etc. Donc ça s'appelle sur la question terroriste. Sur la question qu'évoque Bruno Retailleau, donc sur la question de l'Algérie, en fait, ce qui se passe lorsque vous avez un rapport de force avec un pays, lorsque vous avez un différend diplomatique, en fait, vous avez plusieurs moyens pour forcer un pays à le faire. Premier exemple, je vais prendre un exemple inverse donc qui est positif. C'est par exemple le Royaume-Uni a passé un accord avec le Rwanda pour payer le Rwanda pour qu'ils externalisent les demandes de traitement d'asile. En fait, ils disent au gouvernement Rwanda, on va vous donner 500 millions de dollars par an, et donc vous prenez les personnes qui sont victimes d'OQTF et on va les traiter chez vous. Ça permet de ne pas avoir les OQTF sur son propre territoire. Pardon, William, juste une aparté. D'accord, mais est-ce que c'est audible ça pour les Britanniques ? Ça dépend. Il y a le Royaume-Uni qui l'a fait, ils sont revenus dessus parce que c'était l'ancien gouvernement qui l'a fait, et Keir Starmer, Premier ministre de gauche, est revenu sur cette mesure, et le Danemark le fait également avec d'autres pays, l'Italie de Giorgia Meloni qui va faire également. Après, vous avez des mesures qui sont dites négatives. En fait, on a un certain nombre d'accords avec l'Algérie, un certain nombre de facilités qui sont faites, et on peut dire que s'ils refusent de délivrer ce qu'on appelle les laissez-passer consulaires qui permettent d'exécuter les OQTF, la France, en fait, agira de manière diplomatique pour sanctionner l'Algérie. Ça peut commencer par une sanction qui est très simple, c'est-à-dire qu'un ensemble de dignitaires algériens qui ont un visa diplomatique circulent sur le territoire français, on peut leur refuser ce laissez-passer diplomatique. Donc ce serait fini. Cette circulation pour toutes les élites algériennes, pour ne pas sanctionner l'ensemble de l'Algérie, pour sanctionner les dignitaires. Autre point, on peut geler les avoirs, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'avoirs qui sont en France, un nombre d'appartements, un nombre de comptes bancaires qui sont présents dans les banques de France, on dit c'est fermé, c'est gelé tant que vous ne délivrez pas de laissez-passer consulaire. Et en fait, vous avez une gradation comme la suppression des aides au développement, un certain nombre de choses, jusqu'à l'arme fatale qui est utilisée, qui est menacée par l'ensemble des ministres de l'Intérieur qui veulent avoir un problème diplomatique avec l'Algérie, c'est les accords de 68. Les accords de 68, en fait, permettent aux Algériens d'avoir un certain nombre de facilités pour leurs ressortissants en termes d'accès au regroupement familial, accès au titre de travail et accès au permis de séjour. Mais à ce moment-là, je pense que Bruno Retailleau va l'utiliser en dernier le soir, et surtout, c'est pas lui qui doit le faire, c'est Jean-Noël Barrot qui doit le faire, ou le président de la République. Et on y viendra dans un instant. Et sa question, c'est qu'en fait, c'est la dernière arme ultime, parce que si vous le faites, vous n'avez plus aucun rapport diplomatique avec le régime de Tebboune. Vous expliquez les sanctions possibles de l'État français sur l'Algérie notamment, mais pas que l'Algérie, on pourrait citer d'autres pays avec des OQTF. Vous avez dit, certains ministres qui voudraient un problème diplomatique pourraient se servir de ces sanctions qui seraient les plus rudes. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous estimez que certains de nos ministres aimeraient développer cette problématique diplomatique
avec l'Algérie? Citons le pays en question. Très clairement, on sait que l'Algérie a un problème avec la France et la France a un problème avec l'Algérie parce que depuis les années 90, l'Algérie utilise notamment lorsqu'ils ont des problèmes sur le plan interne, en fait, l'excuse française pour ne pas régler leur sujet interne. On le sait régulièrement, ça a été développé par plusieurs géopolitologues qui sont spécialistes du Moyen-Orient. Notamment autour du Sahara. Notamment la question que vous avez citée, notamment du Sahara occidental, auquel Emmanuel Macron a reconnu la souveraineté du Maroc. Donc en fait, on a un sujet diplomatique dessus. Et même régulièrement, en fait, le régime algérien, pour ne pas régler les problèmes internes qu'ils ont et qui sont importants, utilise la France parce que ça s'agit d'une rente mémorielle, ça permet de souder la population locale contre le régime français, et notamment ça fait partie de leur histoire nationale depuis la décolonisation. Autre point aussi, et je pense que ça va être ça le cœur du sujet, c'est que de plus en plus, on voit bien qu'il y a certains gouvernements qui ont les mêmes problèmes que nous en termes d'expulsion et d'application d'OQTF. Il y a l'Allemagne qui a le même problème que nous, il y a le Royaume-Uni qui a le même problème que nous, il y a l'Italie qui a le même problème que nous, et plus récemment, il y a un président qui est arrivé aux États-Unis qui utilise cette mesure, et forcément, comme Donald Trump a utilisé cette mesure à destination de la Colombie, si je ne me trompe pas, pour faire du chantage en disant que si la Colombie ne procède pas ses ressortissants, il appliquait les droits de douane à 25%. Ça inspire des politiques français comme Bruno Retailleau et comme d'autres politiques comme Jordan Bardella qui se disent pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ce que fait Donald Trump? Donald Trump a réussi à faire ce que ses prédécesseurs n'ont pas réussi à faire, à savoir George W. Bush, Barack Obama et Joe Biden, et que peut-être que la France devrait utiliser ses moyens de pression pour augmenter l'exécution des taux d'OQTF. Moi, je ne dis pas que c'est la bonne mesure ou pas, mais... Vous nous expliquez en tout cas ce qu'il en est aujourd'hui et ce que veulent Mulhouse et l'arrestation de Mohamed Amra. Merci d'être à mes côtés, William T. Vous êtes toujours là, vous êtes politologue, je le rappelle, président du groupe de réflexion Le Millénaire. Déjà sur l'agriculture, c'est important. C'est le salon de l'agriculture, alors parlons-en, parce qu'on a aussi l'impression qu'ici, Jordan Bardella a parlé de beaucoup de choses, mais peu en réalité de l'agriculture. Il dit notamment que notre système étouffe nos agriculteurs. Je crois qu'il a le même discours depuis de nombreuses années. Et puis, il a dit qu'il était là à la fois pour apporter son soutien contre le Green Deal, contre le Pacte vert et contre le Mercosur. Il dit ce qu'on veut entendre ou il mène une politique solide qui est la même depuis le début? Alors, le Rassemblement national tient à peu près le même discours sur l'ensemble des traités européens. La difficulté, c'est est-ce que ce dispositif qu'ils proposent fonctionne ou pas? En fait, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont à peu près les mêmes solutions qu'Emmanuel Macron sur une partie, notamment sur les positions nationales. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron propose davantage de production. Ça a été fait lors de l'adoption de la loi agricole qui est passée à l'Assemblée nationale et également au Sénat, qui soutient les producteurs locaux et qui soutient du coup les agriculteurs. Et par contre, là, il bloque Emmanuel Macron, c'est qu'il dit qu'Emmanuel Macron tient un discours d'affichage sur le plan national. Et par contre, ce que ces troupes dites macronistes, donc ça veut dire le groupe Renew au sein du Parlement européen, ne tient pas exactement le même discours au sein du Parlement européen et devant la Commission européenne, notamment en se distinguant sur le pacte vert et sur le Green Deal. Pourquoi? Parce qu'en fait, le pacte vert et le Green Deal, c'était une initiative d'Ursula von der Leyen, qui est présidente de la Commission européenne, qui l'a proposée lorsqu'elle est arrivée à la Commission en 2019, et en fait qui organise la conversion de notre modèle de production vers ce qu'on appelle l'écologie ou l'écologie responsable, donc davantage de développement durable dans nos moyens de production. Et là, ce qu'il dit, lui, c'est l'analyse de Jordan Bardella, c'est qu'il considère que le Green Deal et le pacte vert, en fait, tuent les agriculteurs dans la mesure où ça va tuer, ça provoque une forme de décroissance et ça en fait pénalise l'agriculteur en termes de normes et en termes fiscaux. Il dit, notamment Jordan Bardella, c'est pas vrai, la France n'est pas un pays extrêmement polluant. Regardez les États-Unis, regardez la Chine. Nous, à côté, nos émissions de CO2, c'est de l'ordre de 0,3%, ce qui est anecdotique. Il dit, je prône plutôt une écologie, l'un ne va pas sans l'autre, absolument respectueuse. Mais pour ça, il faut agir. Il pointe la responsabilité du PPE. Il dit, il faut être courageux maintenant. Il faut arrêter d'avoir cette position d'otage. Il dit qu'il faut rompre cette position de la France qui est prise en otage par l'Union européenne. En fait, il y a deux sujets dans ce que vous dites. La première, c'est est-ce que la France doit participer à l'effort de décarbonation mondiale? En fait, il y a un truc qui est très clair, c'est que depuis le protocole de Kyoto, qui a été adopté il y a une vingtaine d'années, la France a effectivement, et l'ensemble des pays de l'Union européenne, ont fait baisser leurs émissions de gaz à effet de serre de manière assez sensible. Je crois qu'on parle d'une émission par habitant, on a fait baisser de 30 à 40% nos émissions de gaz à effet de serre. Maintenant, le sujet, c'est que la France a quand même fait adopter, à l'époque, avec François Hollande, président de la République, lors de la COP21, les accords de Paris, et qu'il y a un message qui est très clair adressé au monde entier. Si la France, effectivement, émet moins d'émissions de gaz à effet de serre qu'auparavant, et ben si la France arrête son processus de décarbonation de son économie, est-ce que l'ensemble des pays vont accepter de le faire? Il faut quand même le rappeler, les accords de Paris sont un accord qui est non contraignant et ça suppose de montrer l'exemple à l'ensemble des pays. Si on arrête de le faire, est-ce que la Chine va nous suivre? Est-ce que les pays dits du Sud global vont nous suivre également? Dans ce cas-là, ce sera compliqué, surtout que c'est nous qui avons fait signer les accords et donc on a une dimension symbolique dessus. Sur l'autre point que vous évoquez, donc sur la dimension du PPE, en fait, très clairement,
Et ça va être dans la suite de son intervention, il essaie de cibler les Républicains, notamment, qui sont maintenant alliés à Emmanuel Macron et qui participent au gouvernement. Il dit les cartes sont dans leurs mains. Voilà, il dit à peu près les ça, Républicains. au sein du Parlement européen et au sein du Parlement national. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il considère que pour stopper le pacte vert, à peu près, il met tout le monde dans le même sac en disant que les Républicains jouent double jeu. Ils tiennent un discours fort sur le plan national en soutien des agriculteurs. Par contre, il les pénalise sur le plan européen de la même manière parce qu'en fait, une grande partie de la réglementation française est une transposition des normes européennes et qu'une grande partie des normes dites qui pénalisent les agriculteurs en termes de concurrence déloyale, en termes de normes qui sont provoquées, proviennent du Green Deal et du pacte vert qui pénaliserait les agriculteurs. Ça peut se défendre, etc. Par contre, il y a un point qui ne mentionne pas au sein des politiques européennes, c'est la PAC, qui est étrangement absente de son critique et de son discours. Alors, Jordan Bardella, on le rappelle, qui est en direct au Salon de l'Agriculture, qui s'est longuement entretenu devant les journalistes. Par ailleurs, nous avions un petit sourire parce qu'il ne voulait pas s'arrêter, Jordan Bardella. Il avait beaucoup de choses à dire. On va continuer à débriefer ensemble. On va se connecter avec le Salon de l'Agriculture, si vous le permettez, mon cher William T. Il y a sur place notre envoyé spécial. Bonjour Robin Dussène, merci d'être avec nous. Comment est-ce qu'il a été accueilli, le président du Rassemblement national ? Écoutez, en fait, il y a deux images. Il y a l'image que le Rassemblement national veut donner. Alors évidemment, Jordan Bardella a vu des éleveurs dont sa politique, qui était favorable à sa politique. Il a donc été très bien accueilli. La réalité, c'est que beaucoup d'agriculteurs sont assez désabusés de manière générale de la vie politique française et attendent désormais des actes plutôt que des paroles, car des paroles, il y en a à chaque édition du Salon de l'Agriculture. En revanche, Jordan Bardella, le président du RN, a eu un excellent accueil de la part de nombreux visiteurs ici, porte de Versailles. On a entendu, notamment au cours de ces prises de parole, Jordan Premier ministre, Jordan je t'aime. Voilà autant de preuves d'amitié, d'amitié sincère envers le président du Rassemblement national. Et à chacun de ces arrêts, à chacune de ces déambulations, on a vu immédiatement se créer un attroupement avec pour la plupart des curieux qui souhaitaient avoir une photo, un selfie, voire carrément une dédicace. Peu de personnes en tout cas semblent rejeter l'image, la bonne image ici du Rassemblement national. Jordan Bardella qui fait d'ailleurs campagne sur cet abandon de la ruralité. Il l'a répété à plusieurs reprises. Le Rassemblement national est selon lui le seul parti politique de France à défendre l'agriculture et les agriculteurs français. Merci beaucoup Robin Dussène en direct du Salon de l'Agriculture à Paris où l'on vient d'entendre le président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Notre envoyé spécial sur place l'a dit très justement, Jordan Bardella fait campagne. Difficile de ne pas imaginer un Jordan Bardella qui pourrait faire campagne pour une présidentielle, William T. Jordan Bardella est en double campagne, c'est-à-dire qu'il doit se préparer en cas de potentielle dissolution de la part du président de la République. Il faut quand même le rappeler, le président de la République va retrouver son usage et son pouvoir de dissolution le 8 juillet prochain. Il ne pourra pas l'utiliser tout de suite parce qu'il ne pourra pas organiser des élections pendant l'été. Mais à partir de septembre, potentiellement, il y aura une dissolution en fonction de comment ça se passe avec notamment François Bayrou, s'il arrive à se maintenir ou pas. Et dans ce cas-là, Jordan Bardella doit déjà préparer son équipe, notamment parce qu'on a vu il y a maintenant 6, 7, 8 mois qu'il avait des difficultés avec le fameux plan Matignon qui est quand même tombé à l'eau avec des candidats qui n'étaient pas fiables et surtout un Rassemblement national qui n'était pas prêt à exercer le pouvoir. Ils ont appris de leurs erreurs de ces législatives catastrophiques utilisant le bon mot. Actuellement, ce qu'ils disent en tout cas, ou ce qu'on peut lire et ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, ils ont changé de directeur général, c'est-à-dire ceux qui s'étaient occupés du plan Matignon a été viré, je crois qu'il s'appelle Gilles Pénal, si je ne me trompe pas. Et ensuite, après, une grande partie de son équipe également a été remaniée pour avoir une équipe qui était beaucoup plus professionnelle et plus apte à exercer le pouvoir, et notamment en changeant les différentes fédérations qui investissent les candidats pour éviter d'avoir des candidats qui ne correspondent pas à ce qu'on imagine d'un rôle de député. Il y a un autre point, par contre, qui est complémentaire à ce que dit votre journaliste, c'est l'accueil, finalement, qui était mitigé pour Jordan Bardella, parce qu'en fait, les participants soutenaient plutôt Jordan Bardella, les agriculteurs beaucoup moins. Pourquoi ? Parce que Jordan Bardella, le Rassemblement national, a eu un rôle sur le Mercosur. Il faut quand même le rappeler, c'est que Ursula von der Leyen est allée signer le Mercosur le jour où Michel Barnier est tombé, enfin 2 jours après que Michel Barnier soit tombé. À cause de la dissolution. Et à cause de la dissolution. Et donc du Rassemblement national. À cause surtout de la motion de censure qui a été votée par Marine Le Pen et qui a fait tomber Michel Barnier, qui a ouvert une porte à von der Leyen. Alors il a un petit tacle envers Emmanuel Macron pour ça. Quand on lui dit, bon, vous voyez, votre accueil, il est ce qu'il est. En revanche, Emmanuel Macron, lorsqu'il est venu, il a été très bien accueilli. Il dit, c'est normal. Emmanuel Macron, en réalité, il n'est plus aux commandes. Il n'y a plus de pilote dans l'avion, donc on ne peut que bien l'accueillir vu qu'il ne mouille pas la chemise.
Ce qui veut dire, regardez, moi je mouille la chemise. Il peut dire ça et ça peut se défendre parce qu'Emmanuel Macron, depuis la nomination de Michel Barnier et maintenant celle de François Bayrou, est plutôt en retrait sur la politique nationale. Par contre, là où on peut voir qu'il y a une véritable incohérence dans ce qu'il dit, c'est qu'il dit que la politique d'Emmanuel Macron est plutôt bonne sur le plan national dans la mesure où en fait la proposition Mercosur est plutôt bonne, la loi agricole est plutôt bonne. Par contre, ce qu'il dit, c'est que c'est l'action européenne d'Emmanuel Macron qui n'est pas la bonne. Or, sur l'action européenne et sur l'action diplomatique du président de la République, on fait partie du domaine réservé de l'État et Emmanuel Macron a encore du pouvoir. Donc si c'était vraiment ça que reprochaient les agriculteurs au président de la République, dans ce cas-là, ils auraient pu le contester en lui demandant une action plus forte au Parlement européen, à la Commission et devant les institutions internationales. Et le Mercosur, la France n'en veut pas. Le président l'a encore rappelé. Il dit par ailleurs, et il l'a dit hier lors du Salon de l'Agriculture, tenter de trouver des pays alliés pour faire front contre ce Mercosur. Mais si l'on revient à Emmanuel Macron et à Jordan Bardella, sur la sphère européenne, parce qu'il est question de la guerre en Ukraine, alors que le président français doit se rendre demain à Washington pour rencontrer le président américain Donald Trump, ici, Jordan Bardella dit que ça va être difficile d'être perçu comme le représentant de la France sur la sphère mondiale et en Europe aussi. Pourquoi ? Parce que Emmanuel Macron, et attention, les mots ont un sens, est devenu, dit-il, le collaborateur de la présidente de la Commission européenne. Ce mot collaborateur, est important dans un système géopolitique où tout part à volo. Oui, parce qu'en fait, il essaye un peu d'inverser les accusations qui sont émises à de nombreuses reprises à l'égard du Rassemblement national. Pendant la campagne présidentielle de 2022, on a dit que Marine Le Pen était la collaboratrice de Vladimir Poutine, à mesure où les intérêts du Rassemblement national étaient collés à ceux de Vladimir Poutine, qui, on disait qu'il finançait une partie des activités politiques du Rassemblement national. De la même manière, là maintenant, avec le discours qui a été avorté de Jordan Bardella, on dit que le Rassemblement national est l'allié fidèle de Donald Trump, qui est quand même pas des alliés les plus populaires en France. Il faut quand même rappeler, Vladimir Poutine a une cote qui est pas loin de 10% en France en termes d'opinion favorable. Donald Trump, c'est 25% d'opinion favorable. Donc, ce sont des personnes qui sont assez impopulaires et auxquelles on essaye de les coller au Rassemblement national. Et ce qu'essaie de faire Bardella, c'est d'inverser les rôles en disant que c'est pas lui qui est le collaborateur et en fait qui est l'affidé de quelqu'un, mais c'est plutôt Emmanuel Macron auquel il défendrait pas les intérêts français, mais les intérêts de Von der Leyen. Et c'est pour ça qu'il ne s'oppose pas plus clairement au Mercosur et aux intérêts de la présidente de la Commission. Dernière chose, et c'est très important, il est revenu, Jordan Bardella, sur les grands dossiers français, notamment sur le dossier Mulhouse. On le rappelle, cet attentat hier qui a fait un mort, un Portugais de 69 ans qui s'est interposé, 7 blessés, dont certains sont encore dans un état compliqué, dans un état grave. Voilà ce qu'il dit, Jordan Bardella. Le ministre de l'Intérieur doit maintenant agir, ou il doit partir. Voilà ce qu'il aurait dû faire. Dans le quart d'heure, aucun visa délivré aux Algériens, parce qu'il est question des OQTF, aucune aide au développement et surtout aucun dirigeant qui ne pourrait se faire soigner en France. Il doit agir ou partir. Ouais, il y a 2 sujets dessus. Le premier, c'est-à-dire que les différentes enquêtes d'opinion depuis le début de l'année le confirment. Il y a 3-4 personnalités politiques qui se démarquent en France dans le top 50 des personnalités. La première, c'est Marine Le Pen. Le deuxième, c'est Jordan Bardella. Et en 3 et en 4, c'est Édouard Philippe et Bruno Retailleau. Donc Retailleau concurrence directement Bardella et Marine Le Pen dans les classements des personnalités politiques préférées des Français. C'est l'homme à abattre, entre guillemets. C'est l'homme à abattre. Et surtout qu'en plus, lorsqu'on regarde le détail, Bruno Retailleau est populaire auprès des électeurs macronistes, auprès des électeurs républicains et surtout auprès des électeurs du Rassemblement national. Donc théoriquement, il peut leur piquer leur gagne-pain. C'est d'ailleurs ce que dit Bardella. Il dit qu'il parle aux électeurs du Rassemblement national. Et à plusieurs reprises, lorsque vous avez interviewé des porte-paroles du Rassemblement national, il disait que Retailleau était un peu le porte-parole du Rassemblement national. La difficulté qu'ils ont, c'est que si Bruno Retailleau est trop populaire et agit concrètement, en fait, quel est le marché électoral du Rassemblement national qui a quand même fait son beurre depuis les années 80 sur la question migratoire et sur la question de sécurité? Si Retailleau prend leur espace, il ne leur reste quasiment plus rien. Donc maintenant, il essaie de le coincer. C'est-à-dire qu'il doit dire Bruno Retailleau parle beaucoup, mais n'a pas beaucoup d'actes. Là où il a une zone de difficulté, c'est que Retailleau va dire une chose qui est très simple. Je suis ministre de l'Intérieur, je ne suis pas ministre des Affaires étrangères. Donc tout ce qui concerne les visas, les sanctions diplomatiques à l'égard de l'Algérie, c'est pas moi, c'est Jean-Noël Barrot. Et à ce moment-là, l'argument de Bardella, c'est de dire il ne peut pas cautionner un gouvernement qui traiterait de la manière comme ça l'Algérie. Avec ce conseil interministériel qui doit donc arriver, notamment avec Jean-Noël Barrot, mercredi. Merci beaucoup, William T, de nous avoir accompagnés aujourd'hui pour décrypter cette prise de parole de Jordan Bardella.